une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi, Doom Plante. Aujourd'hui, on parle d'argent avec Simon Plante, qui est gestionnaire de portefeuille, conseiller financier chez Financière Banque Nationale. Puis en fait, on parle d'investissement en bourse, oui, mais pas dans le spécifique, plus en fait dans les grandes questions de la vie. Ouais. De comme qu'il faut se poser pour se connaître en tant que personne et savoir qu'est-ce qu'on veut, puis qu'est-ce qu'on veut comme vie, puis financièrement finalement, puis pouvoir organiser notre vie un petit peu en conséquence. Donc, c'est intéressant. On a déjà reçu sur le podcast Nicolas Bérubé, avec qui on a parlé d'investissement en bourse puis d'épargne. Puis c'est un petit peu une autre mentalité, en fait. Simon, il n'est pas dans la... prône pas nécessairement la privation à tout prix ou le fait de se restreindre pour absolument à 45 ans être indépendant financièrement. Il y a une approche peut-être un petit peu plus, je dirais pas réaliste, mais qui va peut-être plus fonctionner avec... plus raisonner avec des gens. Avec certaines personnes qui n'ont pas nécessairement le goût de se priver à tout prix, puis qu'il y a certaines choses pour qui c'est important... certaines dépenses pour qui sont importantes, qui n'ont pas nécessairement envie de couper, mais qui ont quand même envie de créer de la richesse, puis d'épargner, puis d'investir. Fait qu'on parle de, premièrement, ces questions-là, puis deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? L'investissement en bourse, oui, aller avec un conseiller financier versus le faire soi-même, ça dépend des gens. On a parlé un petit peu de crypto-monnaie, on a parlé un petit peu d'immobilier. Donc, c'est super intéressant. Finalement, je pense qu'on ressort du podcast avec plus de questions que de réponses, mais c'est des bonnes questions à se poser, en fait, essentielles. Exact. C'est ça, c'est qu'une fois que tu sais quels sont tes objectifs, quelles sont tes priorités, quelles sont les choses que tu as envie de faire dans la vie, mais ça te permet de déconstruire un petit peu la façon avec laquelle tu gères tes finances personnelles et ton patrimoine. Il y a un mot qui ressort, un mot-clé, qu'on a dit souvent, c'est le mot ambition quand même. Ouais. Je pense que le dénominateur commun des gens qui créent de la richesse, c'est l'ambition. Ça peut être l'ambition entrepreneuriale, mais ça peut être aussi d'avoir un esprit entrepreneur avec comment qu'on gère son argent, même si on est salarié, fait comment qu'on la place. Est-ce qu'on veut faire de l'immobilier? Est-ce qu'on va avoir l'ambition de se négocier un meilleur salaire dans notre entreprise ou d'aller voir ailleurs? Tout ça, c'est des questions intéressantes. Tout à fait. Bon podcast. Bonne écoute. Le podcast de cette semaine est présenté par une de mes compagnies préférées, Altitude Sport, qui est une boutique de vente en ligne de vêtements et d'équipements de plein air. C'est une compagnie canadienne basée à Montréal, puis c'est une boutique 100% en ligne qui regroupe plus de 400 marques de plein air. Tu vas là-dessus, il y a absolument tout ce que tu as besoin. Moi, j'achète des souliers souvent là-dessus. Et il y a les plus grosses marques de souliers, que ce soit New Balance, The North Face, Brooks, Oka même, et encore plus. Il y a un programme de membres dont tu peux t'abonner. Avec ça, tu bénéficies de retours gratuits et d'offres exclusives. La livraison est... Ça, c'est légendaire. Ridiculement rapide. Tu peux recevoir ta commande la journée même. Si t'es à Montréal. Moi, j'ai commandé des sandales de récupération au cas. C'est comme des sandales molles. Ouais. Je les ai commandées le soir à 19h. Puis ils sont arrivés le lendemain dans la journée. J'habite à Québec, je suis même pas à Montréal. Fait qu'à Montréal, c'est le jour même ou le lendemain, puis partout au Canada, le lendemain. Fait que c'est assez incroyable. Vous avez besoin de shorts, de t-shirts, de souliers pour votre course du lendemain, vous pouvez les avoir à temps. C'est vraiment incroyable. Donc, magasiner sur Altitude Sport et économiser jusqu'à 20% sur la première commande avec le code Sans Filtre. Alors, toutes les informations sont dans la description. Alors, je vous encourage fortement à cliquer sur le lien et à aller déjà profiter de votre rabais pour votre première commande et de vous équiper pour faire du sport. Parce que faire du sport, c'est important, puis c'est important d'être bien équipé. Merci d'être là, première chose. Hey, ça fait plaisir. Merci de me donner l'occasion. D'avoir fait la route de ta campagne. Ben oui, exactement. On va juste recommencer qu'est-ce qu'on disait, en fait. Là,
où est-ce que tu travailles, puis qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton travail exactement? C'est ta vision par rapport à tout ça. Ouais, puis pourquoi ça vaut la peine peut-être de discuter? Je pense que c'est on va en faire une intro en passant, on va t'avoir présenté en intro. C'est pas le cold open, c'est pas ce qu'on fait là. OK, non, c'est correct. Fait que tu sais, grosso modo, ben moi je travaille à la financière Banque Nationale, je suis en gestion de patrimoine. Puis ça fait plus de 20 ans, fait que notre équipe, on gère plus d'1 milliard de dollars en capital. Mais derrière ça, on a rencontré des milliers de personnes. Puis l'idée derrière ça, c'est évidemment, les gens, la première question disent, ben c'est quel success story que tu as connu? Puis évidemment, on a des entrepreneurs qui ont des histoires incroyables. Mais on a aussi des gens ordinaires qui viennent d'un milieu modeste, puis tranquillement ont grimpé les échelons du monde ordinaire, comme vous puis moi, qui ont accompli des choses extraordinaires. Puis derrière ça, on voit des fois certains patterns. Puis c'est ça, je pense, qui mérite des fois d'être raconté. Là. Ouais. Puis tu nous parlais de la façon avec laquelle on perçoit la croissance puis les placements. Puis tu sais, ici, on en a déjà parlé sur le podcast avec Nicolas Bérubé, entre autres, où est-ce que l'idée était vraiment de, comme, bon, premièrement, fais attention à tes dépenses, diminue au maximum les dépenses, pose-toi toujours la question, Pierre-Yves McSween est souvent là-dedans, pose-toi toujours la question, en as-tu vraiment besoin? Un peu dans la privation pour, après ça, investir à très faible risque, là, dans le SP500, par exemple, qui est comme le truc qu'on entend le plus. Fait que tu as cette vision-là. Puis à l'inverse, ben, tu as l'autre vision de comme le finance bro qui investit, qui fait du day trading, puis que là, lui, il investit dans des grosses affaires, puis ou l'entrepreneur même qui met son argent dans des business, puis d'autres business, puis d'autres business, ou même l'entrepreneur immobilier qui... Ça, c'est une grosse affaire qu'on entend dernièrement, de comme ton empire de porte, puis là, c'est grossir ton empire, puis là, bâtir ton... en tout cas, j'avais déjà parlé de ça, mais des gars de 17 ans qui ont un empire sur TikTok, il y en a tellement. Fait que bref, on a ces deux visions-là, puis ce que tu semblais dire avant qu'on commence à tourner, c'est que il y a l'histoire au milieu aussi qui est comme sous-racontée et sous-représentée, là. Ben oui, c'est ça. Il y a d'autres options. Puis premièrement, ce que je veux dire, c'est que je pense que si tu parles de Nicolas Bérubé, Pierre-Yves McSween, j'ai immense respect pour ce qu'ils font parce que la littératie financière au Québec, elle avance. Par contre, derrière cette philosophie-là, on dirait que c'est un peu binaire, comme tu as dit. Tu as le choix, soit que, écoute, tu prends un risque de vie, puis tu te lances dans l'entrepreneuriat, puis tu veux bâtir de quoi de gros. Ouais. Puis derrière ça, tu as peut-être quelqu'un qui écoute ça, puis il se dit, ben moi, je suis dans une situation, j'ai une hypothèque, j'ai une famille, je me vois pas, puis j'ai peut-être pas l'appétit du risque. Puis au bout de la ligne, pourquoi? Ça me parle pas vraiment. Ouais. Je suis un salarié aussi, tu sais, pour les salariés, d'avoir un esprit entrepreneurial, c'est différent que pour quelqu'un qui... Mais ça peut se faire, on pourra en parler. Mais l'autre côté, c'est comme tu dis, tu as une philosophie frugale, puis c'est correct, il y a de la place pour tout le monde. Mais il y a des gens qui sont par nature économes, qui sont prudents, puis vont se bâtir un bas de laine qui est significatif. Puis il y en a peut-être qui disent, ben c'est quoi, je vais raconter mon histoire, puis on devrait faire ça. Puis c'est un peu comme ce qu'on disait, c'est un peu comme dire, ben je vais prendre ce vêtement-là, je vais essayer de me le mettre, puis finalement, tu te reconnais pas là-dedans. Puis moi, je pense qu'on peut apporter une autre voie. Puis, tu sais, tu as souligné un point qui me fait penser, c'est deux choses. Moi, je pense que ce qui nous amène vers la frugalité, c'est peut-être un héritage collectif qui est normal. Tu fais juste penser il y a 100 ans. Ça fait pas longtemps, là. Je veux dire, moi, mes grands-parents, ils vivaient en 1925, là. Puis ils sont plus là aujourd'hui. Mais tu sais, il y a 100 ans, c'était quoi la photo du Québec? C'était rural. Ton patrimoine, c'était pas de l'argent. C'était tes enfants qui allaient prendre la relève. T'étais pas nécessairement autosuffisant, mais t'essayais. Puis après, t'avais ta communauté. Puis là, tu fais un bond en 100 ans, puis on est là aujourd'hui où ton indépendance, ça vient totalement de sources différentes. Puis la création de richesse, tu sais, il y a eu des pionniers, oui, mais ça a surtout émergé en entrepreneuriat avec les baby boomers. Puis on pensait qu'ils allaient prendre leur retraite, mais c'est pas encore. Il y en a encore beaucoup qui sont dans l'action. Puis les autres générations, après, sont dans l'exécution. Ils sont pas encore dans la période de réflexion, transmission. Puis les premières générations, ils n'ont pas les réponses à tout. Mais moi, de ma position, à force de rencontrer des gens, ben, tu rends compte qu'il y a des patterns. Il y a du monde, comme je dis, ordinaire, qui ont des résultats extraordinaires. Puis en entrepreneuriat, on partage les idées. Tu sais, tu es en affaires, puis tu vas parler à quelqu'un qui n'est pas ton concurrent, ça va te faire plaisir d'expliquer ta stratégie marketing. Mais en finance personnelle, au Québec, puis au sens large, l'argent, c'est discret. Si t'es quelqu'un qui a commencé avec une job normale, t'as gravi les échelons, puis t'as été stratégique dans tes décisions, puis t'as bâti un petit coussin, puis tu le sais intuitivement que t'en as un peu plus que les autres,
par diplomatie, tu vas pas comme étaler ta richesse, tu gardes ça discret. Mais les autres autour de toi, s'ils connaîtraient ton histoire, ils apprendraient. Puis cette idée-là, c'est justement de prendre des morceaux de ce qu'on observe, ce que j'ai observé, puis c'est de le partager parce que je pense qu'on pourrait amener ça à un autre niveau. Puis le sens richesse, c'est l'amener aujourd'hui d'un héritage passé, comme je disais, qui était plus frugal. Tu sais, quand tu vivais dans un milieu rural, c'était pas expansif, tu sais. Si tu mettais de quoi de côté, c'est que tu sacrifiais de quoi. Puis il y a des choses qui se multiplient pas. T'sais, on a toutes 24 heures dans une journée. Tu as 1 heure, tu peux pas te doubler. Là. Si tu prends 1 heure sur quelque chose, tu le prends par rapport à quelque chose d'autre. Aujourd'hui, le capital, c'est pas si tu bâtis ton patrimoine, tu le prends à quelqu'un d'autre. Le capital s'accroît. Fait qu'aujourd'hui, c'est peut-être avoir une stratégie, au lieu de jouer à défensive et être frugal, certains peut-être vont se reconnaître avec une stratégie un peu plus à l'offensive. Puis une richesse un peu plus large, on peut se le permettre. Où je veux aller, c'est quoi qui m'allume, comment je vais être aligné, la définition de richesse, la santé, la famille, les relations. Puis aussi, il y a l'outil, l'argent, parce qu'au bout de la ligne, c'est juste un outil, là, c'est pas une fin en soi. Tu sais, bâtir un empire immobilier juste pour avoir des portes à la fin de ta vie, je suis pas sûr que ça... Ce qui compte, c'est ça. Ce qui C'est compte, ça. c'est le bottom Ton lit de mort, line. j'ai eu Exactement. des portes, Mais il faut être lucide que oui, l'argent va te permettre d'accéder peut-être à des objectifs personnels. Une liberté. C'est ça. C'est jouer à l'offensive. Il y a beaucoup d'affaires dans ce que tu viens de dire sur lesquelles on pourrait partir, puis j'espère qu'on va en couvrir le plus possible. Mais j'aimerais ça juste commencer par quand tu parles de gens ordinaires qui ont accompli des choses extraordinaires, puis d'avoir peut-être quelques exemples de ça. Hier, j'étais sur TikTok, puis il faudrait que je passe vraiment moins de temps sur TikTok dans ma vie, mais ça, c'est complètement un autre dossier. Ou est-ce que c'était Urbania, je pense, qui faisait un genre de vox pop dans la rue, où est-ce qu'il arrête du monde, puis il leur demande comme, combien tu as en actifs. Puis après avoir dit ses actifs, puis comment ses actifs étaient placés, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu sais. Puis le gars, c'est un gars qui a l'air super normal, tu sais, il est habillé comme n'importe qui, il se promène à Montréal à pied, genre un sac à dos, puis il fait, ben moi, j'ai 1,2 million en actifs, puis là, il le divise. Il dit, j'ai la chance d'être propriétaire, fait que là, il y a comme 300 000 de son côté, 300 000 de sa blonde. Après ça, il a comme investi depuis vraiment longtemps dans ses REER, dans ses CELI, puis à la fin, le gars, c'est comme... T'es un salarié, là. Il a été salarié toute sa vie, puis là, tu fais comme, comment c'est arrivé, tu sais? Puis, fait que j'aimerais ça t'entendre sur, tu me parles de ces gens-là avec qui t'as travaillé, parce qu'effectivement, que quand tu travailles avec des énormes portefeuilles d'entreprises qui investissent dans des affaires pas de sens, puis que là, qui développent de la richesse avec des coups de circuit, c'est difficilement relatable, là. Tu peux difficilement t'identifier à ça. Puis il y a beaucoup de monde qui veulent pas non plus le mode de vie restrictif. Moi, le premier, là, on en avait parlé déjà, que moi, ça me crée de l'anxiété de penser à comme, genre, couper un voyage dans mon année. Puis pas que je suis comme, pas que j'ai le droit à ces voyages-là. Je revendique pas le droit de voyager, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment triper puis que j'aime ça faire pendant que je suis capable de le faire comme je le fais maintenant. Fait que c'est quoi, toi, au centre de ça? C'est quoi le genre d'histoire de personnes normales qui accomplissent des choses extraordinaires? Ouais. Il y a aussi beaucoup... Juste l'exemple que tu as donné, on peut le déballer puis on peut en faire une étude de cas, mais il y a des patterns qui se répètent. Donc, dans le fond, chacun va avoir son histoire. Puis ça, c'est important, c'est avoir un recul pour dire, ben c'est où que moi je veux me diriger. Fait que premièrement, souvent le monde sont dans le brouillard parce que tu dis, OK, tu cumules de l'argent, ouais, mais pourquoi? C'est quoi l'objectif au bout de la ligne? Ouais. Puis peu de gens développent ce réflexe-là stratégique. Fait que ce personnage-là ordinaire, je te dirais... Si on faisait une étude, je te dirais, le premier, souvent, ils ont quand même une certaine conscience de s'être posé les questions importantes. De se dire, ben c'est quoi ma destination? T'sais, Sénèque qui disait, il n'y a jamais de bon vent pour celui qui ne sait pas où il va. Fait que première chose, c'est quoi ton plan, là? Puis le luxe de penser en décennies, je pense que ça vaut cher pour ces gens-là parce que on voit toutes les histoires, comme tu dis, jeunes qui fondent une start-up, puis accélèrent, puis il fait une sortie, puis il est rendu il est ultra riche. La réalité, c'est que ça, c'est l'exception plutôt que la règle. Ça arrive pas, ça. Ah, c'est ça. Ouais. Tandis que tu peux pas penser que ça va t'arriver. C'est comme n'importe quoi. Exactement. C'est comme n'importe quel, genre... N'importe quel... Ton plan, ça peut pas être « je vais gagner à l'auto ». Ton plan, ça peut pas être... C'est ça. Ton plan, ça peut pas être de devenir Tiger Woods. Tu sais, mettons que tu joues au golf, tu peux pas commencer ou comme
en natation, parce que nous, on vient de milieu de natation, puis tu peux pas... Ton rêve peut pas être d'aller aux Olympiques. Ça peut être ton rêve, mais tu iras pas. Comme, tu vas tu iras pas. Ça va être l'exception à la règle qui va y aller. Ça sera pas la règle, puis ça sera probablement pas toi non plus. Exact. Fait que c'est se poser des questions comme combien j'aimerais gagner dans la vie, à 40 ans, j'aimerais ça avoir combien d'épargne, être rendu où, à 50 ans? C'est pas ces questions-là. C'est pas ces questions-là. C'est quelle question? pertinent. Ben, premièrement, c'est définis ta vie. Parce que des fois, il y en a qui vivent, moi, liberté financière au plus vite possible à 45 ans. Ben, je veux dire, OK, ben, premièrement, tu dois-tu arrêter de travailler à 45 ans? Ouais. Puis aller chez Maxi le mardi après-midi? Je veux dire, si oui, parfait, let's go, ça va être ton objectif. Mais tu sais, il y a des gens, tu regardes dans la recherche, la politique, les universitaires ou d'autres, il y en a qui ont des carrières très longues parce que ça les nourrit. Donc, dans ce temps-là, tes choix de vie vont être différents. Tu sais, ta capacité d'épargne peut être modifiée par rapport à ça. Souvent, les plus gros salaires, du moins ça, c'est loin d'être basé sur aucune étude, c'est juste mon observation de... Les gens qui font les plus gros salaires, ils travaillent jusqu'à 75 ans. Tu sais, la plupart, genre les CEO, c'est tout le temps des vieux, les médecins, ils travaillent tard, là. Tu sais, les médecins, ils travaillent longtemps, là. Le luxe de faire un travail cognitif, c'est que tu peux le faire pendant plusieurs années. Par exemple, tu travailles sur un travail physique puis tu aimes ça, malheureusement, tu as un sablier qui est peut-être... il y a un petit peu moins de sable dedans. Les matelots, ils vieillissent moins. Non, c'est ça, ou pêcheurs en haute mer. Donc, c'est pas la même réalité. Donc, premièrement, c'est... T'as un plan, puis le but non plus, c'est pas de te marier avec un plan quinquennal sur plusieurs décennies, puis c'est non négociable. Tu vas t'ajuster. La meilleure analogie tout le long de notre discussion que je vais faire, c'est toujours avec une entreprise. Donc, tu as une vision à long terme, mais tu vas te faire un plan pour les 12 prochains mois, sur les 24 prochains mois. Bon. Après, les patterns, si on veut tomber dans le tangible un peu plus, puis on va du volet de financier, c'est que pour faire des choses extraordinaires financièrement, il faut que tu penses un peu comme un entrepreneur. Puis souvent, le monde, là, il parle, je vais mettre de l'argent de côté, puis je vais mettre ça dans un fonds indiciel. Bon. Disons, là, je sais pas, là, on va faire un exemple un peu loufoque, là. T'as un oncle que t'as jamais vraiment connu, qui était fortuné, puis il décède, il n'y a pas d'héritier, puis tu reçois un appel, le notaire t'annonce, écoute, t'es le seul héritier, puis... C'est drôle que tu dis ça. J'ai reçu un email qui venait du Sahara. OK, ouais, j'espère que t'as répondu. C'est drôle que tu me dises ça. Un prince qui me donne toute sa fortune. Exact. Puis disons, dans l'héritage, il y a une entreprise. Bon. Tu pourrais demander aux employés comment que ça se passe, l'entreprise, c'est une bonne business, parler aux clients, aux fournisseurs, tout le monde va donner l'interprétation. Mais à base, si tu veux vraiment un regard lucide, tu vas dire « Hey, où le laptop avec les états financiers? Je vais ouvrir ça. » Puis les chiffres vont parler. Fait que là, je reviens à quelqu'un d'ordinaire qui va avoir un cheminement sur des décennies, qui va l'amener à un patrimoine assez significatif. Il va jouer sur toutes les facettes, comme une entreprise. Fait qu'une entreprise, tu ouvres le bilan, tu vas avoir l'état de résultat, c'est les revenus. Fait que souvent, ces gens-là vont être à salaire, mais ils auront observé une croissance du revenu. Okay? On peut parler de chacun des volets. Après, tu as la gestion des dépenses. Une entreprise ne peut pas être limitée sur les dépenses. Il y a des bonnes puis il y a des moins bonnes dépenses. Puis dans le bilan, tu as des actifs intangibles comme la réputation de l'entreprise qui est bon pour un individu. Tu as des actifs immobiliers où tu canalises les profits vers un certain endroit. Puis aussi, tu as le passif. Il faut que tu aies une stratégie sur tous ces volets-là. Puis c'est ces gens-là qui ont une capacité de prendre un pas de recul, avoir une vision de savoir où ils se dirigent, puis après aussi, prendre le temps de décanter l'information puis se faire un plan sur chacun de ces volets-là. Puis c'est comme ça qu'ils vont se bâtir. Fait que c'est pas juste coupe les dépenses puis place dans un fonds. Il y a une cohérence là-dedans. Puis mettons qu'on prend point par point. Je sais pas. Ouais, mettons qu'on prend point par point de ces choses-là pour essayer de l'ancrer dans le réel. Oui, c'est ça. Que les revenus, j'imagine que ce que tu veux nous dire, c'est comme aspirer à avoir le plus haut revenu possible. Quand tu regardes, mettons, les revenus, comment je fais pour rentrer plus de revenus. On peut tomber le concret là-dedans aussi. Allons-y. Mais tu sais, en fait, moi, ce que j'allais me poser comme question, c'est que exemple, pour une entreprise, ou bien, mettons pour un travailleur autonome, dire « OK, mais moi, je veux pas être dans la privation, fait que je vais essayer justement d'avoir un mindset plus croissance. Donc, mettons, je vais essayer d'augmenter mes revenus. Travailleur autonome, je vais augmenter mes prix, je vais essayer d'avoir plus de clients, c'est ça. Mais mettons que tu es un salarié, puis tu rentres dans une trail, puis que tu sais que première année, tu vas faire tant, après 10 ans, tu vas faire tant, après 20 ans, tu vas faire tant. Je veux dire, corrige-moi si je me trompe, mais une des seules manières d'avoir plus d'argent dans mes poches, quand mon salaire est défini, c'est d'en dépenser moins, non? OK, bien,
on va parler du revenu. Puis ton point est valable. Comme je dis, c'est pas... Il y a différentes théories qu'on peut déplacer. Mais moi, ce que j'ai observé, premièrement, le salaire. Puis moi, j'ai eu plein d'exemples de différents salariés. Ben, tantôt, je parlais de mon oncle. On va dire que t'es hérité d'autre chose. Là. Ouais. Il dit, le notaire, il dit, hey, by the way, t'es hérité aussi d'un vignoble. Tu sais où? On s'entend-tu dans ta tête, tu vas dire, hey, j'espère. Premièrement, tu vas dire, j'espère que c'est Bordeaux plutôt que les cantons de l'Est. J'ai rien contre les vins québécois, mais on s'entend qu'il y a un terroir qui est plus fertile que l'autre. Ouais, exactement. Fait que, tu sais, je ramène ça, disons, t'es salarié. Des fois, pour certains salariés, c'est de la chance, mais des fois, ça a été intentionnel. Premier point, moi, je vais dire, c'est quoi ton terroir? Parce que, tu sais, il y a des entreprises qui sont en croissance plus que d'autres. Il y en a qui ont une culture d'entreprise où l'équipe de direction va identifier le talent puis vont les faire grandir. Puis il y en a qui sont dans des secteurs matures, mais sont avec des gagnants, une entreprise gagnante qui gagne des parts de marché. Puis t'en as d'autres qui sont dans des secteurs d'activité où tu as un ventre d'eau puis l'entreprise n'a pas le choix de croître. Fait que premier point, si tu es à salaire, il faut que tu regardes, bien, c'est quoi mon terroir? C'est où que je travaille? Parce que c'est vrai que si tu travailles, exemple, dans une... puis j'allais dire une PME, puis je veux pas être péjoratif par rapport à la grande entreprise, parce que de nos jours, de plus en plus, les PME se professionnalisent en ressources humaines, puis ils donnent plein d'options justement pour que l'ouverture du capital, etc., il y a différents volets, mais disons que tu travailles dans une petite entreprise familiale, puis c'est le propriétaire qui s'en conjoint de son fils, puis l'équipe est là, puis tu vois pas nécessairement une voie d'augmentation de salaire, même si tu prends plus de responsabilités, bien, tu as un certain plafond de verre. Fait que première étape, c'est quoi ton écosystème? Ça, c'est le premier point. Donc, d'essayer justement, si c'est salarié, ben, je peux-tu avoir un meilleur salaire ailleurs? Je peux-tu négocier mon salaire? Je peux-tu demander une augmentation? C'est un peu ça, dans le fond? Bien, premièrement, je me dirais dans quelle entreprise que je suis. C'est une entreprise qui va croître. Si c'est le cas, ben je vais croître avec elle. Ça fait juste penser à une entreprise qui double ses effectifs sur 10 ans, puis toi, tu es là depuis 10 ans. Bien, il y a du monde qui était là qui sont plus là. Puis tu viens de te donner justement une valeur, parce que toi, tu connais la culture, les processus, les clients, etc. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, comme tu as dit, dans l'entreprise, qu'est-ce que tu peux faire? Tu sais? Puis, tu parlais de l'entrepreneuriat. Puis, nous autres, c'est principalement mes clients, c'est principalement les entrepreneurs. Puis, c'est drôle, parce que quand tu regardes le parcours d'une vie d'un entrepreneur, c'est rare qu'il travaille nécessairement dans sa passion. Souvent, c'est un entrepreneur qui est tombé dans l'entreprise familiale où il a travaillé dans un secteur, puis il a regardé la situation, puis il a vu qu'il regarde la culture de l'entreprise, l'équipe de direction, l'industrie, le consommateur, la demande. Puis des fois, il va trouver un espace blanc qui est inoccupé par personne dans l'industrie. Puis il dit, ben c'est cool, moi, je vais en faire une business. Il part à son compte. Comme un studio de podcast, maintenant. Oui, exactement, c'est ça, c'est ça. Puis tu regardes aujourd'hui des entrepreneurs, ben ils ont bâti des entreprises très importantes que dans le secteur sanitaire, ils fabriquent des lits d'hôpitaux, des paniers d'épicerie, peu importe. Mais je veux dire, je pense pas que ces entrepreneurs-là, quand il y avait 10 ans, regardaient le ciel étoilé, puis disaient, je vais être le leader en vidange de faux sceptiques. Mais finalement, c'est ça. Puis il devient passionné, c'est quoi? Ça résout des problèmes. Ouais. Bon, je ramène ça, t'es salarié dans une entreprise, dans une entreprise privée. Mais tu peux être aujourd'hui, c'est un terme qui est galvaudé, mais il ne faut pas non plus négliger. Tu peux être un intrapreneur. Ouais. Si tu regardes l'entreprise puis tu dis, OK, est-ce qu'il y a des processus? Est-ce qu'il y a de quoi qu'on pourrait faire aussi pour encourager le talent dans l'organisation? Puis je parle pas juste d'identifier les problèmes. Tout le monde, les gestionnaires les voient les problèmes. Ce qui est important, c'est d'identifier le problème puis de présenter une solution. Puis si tu es dans un écosystème qui encourage de faire grandir les employés, puis toi, tu lèves la main puis tu dis « Hey, moi, je vois telle chose, voici ma solution. » Peut-être que ta solution n'est pas adéquate, mais tu vas avoir une rétroaction qui va te former pour comprendre plus la réalité. Bien, si tu conjugues ça, tu vas te mettre probablement dans une meilleure position pour demander une augmentation de salaire, puis même progresser dans l'organisation. Fait que c'est un peu ça, cette idée que des fois, les gens disent « Ben, ils n'ont pas nécessairement été intentionnels, puis c'est correct. Là, on regarde notre situation aujourd'hui, puis on dit, je suis rendu où, moi, dans ma carrière professionnelle? Je suis dans le bon environnement? Puis si oui, comment je peux me valoriser? Puis les gens seraient surpris que sur 10 ans, tu sais, je parle pas l'augmentation que tu négocies dans 6 mois, c'est pas ça qui va bouger l'aiguille sur le radar. C'est où que tu vas être dans 10 ans, dans 20 ans. Puis ces gens-là aussi, on parle du travail, sont salariés, la richesse est dans la paye. Combien de gens j'ai rencontrés juste parce que, tu sais, tantôt tu disais, l'argent arrive dans le compte, j'ai le goût de faire de quoi avec.
le nombre de millionnaires automatiques qui existent, là, que j'appelle, c'est du monde qui font juste dire, écoute, moi, je rentre avec mon employeur, tous les programmes, les avantages sociaux, j'ai maximisé. C'est REER collectif. Si une entreprise cotée en bourse, j'achète des actions de mon entrepreneur, de mon entreprise. Si c'est une PME, des fois, tu peux avoir certains programmes de pointage qui donnent accès à l'employé clé. Juste ça, des fois, ça va vraiment faire de quoi de très différent sur une période de 10 puis 20 ans. Puis c'est des gens que, quand tu reçois ton chèque dans ton compte, il y a déjà de l'épargne que tu n'as même pas vu qui est passé, qui a été fiscalement avantageux. Puis fait que ça, c'est un peu, je dirais en anglais, un low-hanging fruit. Là. C'est des petits gains rapides à faire. Puis c'est comme ça que des employés, souvent, ils ont bâti des patrimoines. Fait qu'il y a croissance des salaires conjuguée avec maximisation à travers le temps, des avantages sociaux. Juste ça, côté professionnel, ça a une grosse différence. On parle même pas de leur stratégie avec leur compte bancaire, puis leur placement ou l'immobilier. On parle juste de ça. Oui, parce que si tu fais... si tu t'inscris dans ces programmes-là de maximisation, de REER qui sont pris à l'entrée, de REER collectif, puis des trucs comme ça, tu n'as pas l'argent dans ton compte pour la dépenser, dans le fond. Oui, exact. Tu la vois pas, l'argent que tu laisses, que tu places de côté. Puis tu sais, le levier que tu peux aller chercher, c'est un peu comme une entreprise. Tu sais, disons, une entreprise fait 1 million de chiffre d'affaires, ils ont 800 000 de dépenses, il reste 200 000 la ligne du bas. C'est ton profit. Mais disons que l'entreprise passe de 1 million à 1,2, 200 000. Bien, souvent, les dépenses ne seront pas au prorata. Tu vas avoir un levier opérationnel. Fait que sur 200 000, il va te rester la moitié en profit. Fait que tu passes de 200 à 300 000 de profit net. 50 % de hausse. Pourtant, le chiffre d'affaires est monté de 20 %. Pourquoi je parle de ça? Je parle à un salarié. Donc, disons, tu es salarié, puis là, tu t'assois et tu regardes tes chiffres. Tu n'as pas peur de regarder la réalité. Puis là, tu te dis, je ne suis pas le procureur, je ne suis pas le juge. Puis souvent, le monde n'aime pas regarder leurs chiffres financiers. T'sais, des fois, ils ont peur d'être déçus d'eux-mêmes. Mais disons, tu le regardes, puis là, tu te dis, écoute, je dépense pas mal ma paye. Ouais. Je regarde ça, j'épargne juste 5 % de mon salaire. Puis on me dit toujours, épargne 10 à 20 %. Bon. Mais si tu as un plan dans ton entreprise de croître, ça va être moins douloureux pour toi de dire, la prochaine hausse de salaire, je vais mettre un effort intentionnel dans prendre une portion significative et la mettre en épargne, plutôt que jouer sur le recul. Là, il faut que je coupe. Tu sais, c'est pas le fun, c'est pas agréable là, de regarder ses dépenses puis de prendre un pas de recul. Fait que si quelqu'un épargne, exemple, 5 % de son salaire, puis se négocie un 10 % de hausse de salaire, puis il se dit que ce coup-là, c'est la moitié, ça s'en va dans un REER en prélèvement automatique, il vient de passer de 5 à 10 % de son salaire en épargne. Il vient de doubler sa capacité d'épargne. Il vient d'atteindre le seuil qui s'était mis comme objectif. Puis c'est là que c'est intéressant de le faire à partir du salaire, parce que c'est... Combien de personnes disent « là, cette année, je vais essayer d'épargner 5 000 ou 10 000 $. Puis qu'est-ce qui arrive? Tu le prends pas dans ton compte. Il y a tout le temps une raison, il y a tout le temps de quoi d'important, puis tu reportes à l'année prochaine. Fait que cette épargne-là automatisée, c'est comme une dépense. Tu ne remets pas en question de payer ton assurance collective au travail, ton REER, ça va être la même chose. Même chose avec l'Hydro-Québec, ton hypothèque. Tu dis pas, ce mois-ci, je devrais-tu l'épargner ou pas? Tu vas le faire. Ouais, c'est ça. Si tu n'as pas le choix, si tu ne te donnes pas le choix, tu le fais, c'est sûr. Exact. Puis souvent, du moins moi, toutes les fois dans ma vie que mon salaire a oscillé, mon rythme de vie a oscillé avec mon salaire, tu sais, puis pas que pas que je voulais le faire, juste que c'est ça qui se passait, parce que l'être humain est fait comme il est fait, là. Fait que si, quand tu vas négocier ou tu vas chercher une hausse de salaire, tu décides activement, comme tu dis, de garder le même rythme de vie, de pas bouger de là. Ou de l'augmenter, mais pas dans le même degré que ton augmentation de salaire. À un moment donné, tu veux te récompenser aussi pour tes efforts. L'exemple que tu disais avec tes tu t'économises le tiers ou le transfert. Ça sera pas 50, ça va pas aller du 1 pour 1, mais ça peut aller du 1 pour 0,5. Oui, exactement. Ouais. C'est effectivement. Puis, mettons les gens qui travaillent, tu sais, parce que là, on parle, tu parlais de c'est quoi ton terroir, là, en faisant la comparaison avec le vin. Les gens qui travaillent pour le public, les gens qui travaillent dans le public, qui ne travaillent pas dans le privé. Fait que, je sais pas, les enseignants, les policiers, des gens qui ont des fonctions qui sont déjà vraiment prédéfinies en termes, tu sais, ils peuvent pas dire, mais là, le terroir de l'école secondaire québécoise est pas très fertile, fait que je vais aller parce que c'est leur vocation, mettons aussi, ils veulent être professeurs. Qu'est-ce qu'ils font, eux autres, mettons, qui veulent commencer
Est-ce qu'on fait juste dire, ben là, si tu choisis une job aussi steady, puis comme avec une échelle salariale aussi établie, ben peut-être que c'est parce que tu es plus dans la frugalité que dans le désir de croissance? Ouais, c'est une bonne question, puis c'est une réponse. Je vais pas donner une réponse parfaite, mais je vais t'en donner une, puis je vais te donner de ce que j'ai observé. Puis je veux dire, c'est pas tout le monde qui va être satisfait de la réponse que je vais donner, mais c'est les faits. C'est les faits, c'est ce qu'ils sont. C'est vrai que si tu travailles dans le secteur public, tu peux avoir une progression salariale par changer de poste. Mais certains d'entre eux sont quand même déjà dans des situations où il y a un certain... le taux de croissance du salaire ne sera pas ce qu'on pourrait avoir dans le privé. Ouais. C'est un choix de vie. Par contre, ils ont des avantages sociaux quand même significatifs. Si tu actualises la valeur d'un fonds de pension pour une infirmière, pour un fonctionnaire, c'est quand même significatif. Fait que c'est sûr que ces gens-là vont peut-être être tentés de jouer à la défensive en gérant une certaine portion de leur salaire, mais les avantages sociaux sont tellement significatifs qu'ils n'ont peut-être pas besoin, eux autres, d'épargner 20 % de leur salaire. Cependant, une anecdote que j'ai réalisée avec le temps, tu sais, on regarde, là, dans une entreprise, tu as les revenus, les dépenses, tu as les actifs. Ça, c'est les biens qu'une entreprise possède. Bien, pour un particulier, le plus gros bien en général qu'il va posséder, c'est sa résidence. Okay. Puis, ce que j'ai observé pour des gens qui ont des salaires à peu près similaires un peu partout dans la province, moi, j'ai été étonné. Lorsqu'il y a eu le COVID, avec mon équipe, on avait débuté une stratégie numérique sur les réseaux sociaux. On faisait de la publicité, on donnait des webinaires. Puis, depuis le COVID, le monde sont plus à l'aise avec la visioconférence. Fait que, jadis, moi, ma clientèle, c'était une clientèle, mon bureau est à Montréal, fait que toute la couronne nord et sud. Puis, je viens de Québec, j'ai une clientèle à Québec. Mais c'était plus marginal. Mais avec la stratégie numérique, puis depuis le COVID, la province s'est rapetissée. T'as quelqu'un qui est au Saguenay qui dit, ben c'est quoi, moi, je peux travailler avec toi. On se parlera 3-4 fois par année via visioconférence. Puis même mon client de Montréal, au lieu de se taper, avoir du road rage, à trouver du stationnement à Montréal puis à trouver l'ascenseur, on se travaille en virtuel. Pourquoi je parle de ça? C'est que soudainement, j'avais des gens qui m'appelaient, puis je dis, bon, ben parle-moi de toi. Ah, ben moi, je travaille, je fais tel travail. Puis ces gens-là, il y avait un patrimoine similaire à des clients que j'avais peut-être plus dans des métropoles, mais c'est la profession qui était différente. Fait que ces gens-là, ils disaient, ben moi, j'habite tel endroit, ben j'ai acheté ma maison en 2010. Je disais, OK, ta maison, elle vaut combien aujourd'hui? Comment tu l'as payée? On s'entend que c'est pas la même chose que si tu l'as acheté à Saint-Lambert. Puis ces gens-là, parce qu'ils ont choisi, des fois, d'un choix conscient de quitter le métropole pour aller en banlieue ou d'aller en banlieue un peu éloignée ou aller en région, bien, le plus gros actif, leur résidence, ce qui fait que à salaire égal, mais c'est sûr qu'ils les payaient plus rapidement leur maison. Puis là, tout d'un coup, ils dégagent un profit, ils s'achètent un petit peu d'immobilier, ils font un peu de placement, puis c'est des gens qui t'appellent puis qui font des rôles camionneurs pour du transport spécialisé, ou ça, c'est dans le secteur privé, mais dans le secteur public, des enseignants ils nous appellent. Puis tout d'un coup, ils ont bâti un patrimoine. Donc peut-être, comme je dis, ça ne satisfait pas tout le monde. Je dis pas, je fais pas l'éloge de la région, mais c'est sûr que si tu fais un choix de carrière, puis tu es attaché à un style de vie urbain, c'est ça. Les deux sont durs à conjuguer. Parce que vivre dans un milieu urbain, le coût de la vie est beaucoup plus cher, le logement coûte plus cher. Puis dès que tu sors dehors, c'est facile d'être tenté. Là. Il y a des boutiques, il y a des restaurants, c'est facile de dire, ben là, ce soir, on va aller manger au restaurant. Tandis que si tu vis un peu plus en banlieue ou en banlieue éloignée, ben tu vas peut-être... il y a moins d'attrait. Il y a moins de sollicitations, de consommation. Ce qui fait que quand tu es dans une situation à salaire où tu vois peut-être pas un fort potentiel de croissance, ben, tu peux te rabattre une meilleure gestion des coûts par cette option-là. C'est vrai. Puis, tu sais, en même temps, tu te dis, si tu veux être... là, on regardait l'exemple des enseignants, mais si tu veux être enseignant à Montréal, ben tu te restreins quand même. Tu sais, ça devient quand même assez pointu comme choix de carrière. C'est absolument ça. Ben, je ne veux pas décourager parce que c'est une profession qui est noble et on a besoin d'enseignants, c'est certain. Mais je veux dire, si on parle de l'indépendance financière... Si ces deux affaires-là vont ensemble, ben, il y a d'autres affaires qui peuvent pas suivre. Là, non, c'est ça. Puis juste l'accès à la propriété. On a vu les prix des propriétés tellement... Là, j'oublie le secteur du privé, je parle de tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter leur première maison, puis c'est plus les mêmes prix. Mais il faut que tu fasses aussi le choix conscient. Tu as 3 options, dans le fond. Tu as l'arbitrage de biens immobiliers, tu as l'arbitrage géographique, tu as l'arbitrage de temps. Ce que je veux dire, c'est que t'es dans un quartier qui est prisé, puis c'est là que tu veux habiter, ben c'est soit que tu économises plus puis tu retardes ton achat. C'est pas nécessairement la meilleure option parce que le prix de ta résidence aussi, ça se peut qu'elle augmente puis ça soit difficile à rattraper. Soit que tu te satisfais tu t'achètes dans le même quartier, mais tu vas te satisfaire d'un bien peut-être un peu plus petit que prévu.
Ou finalement, c'est l'arbitrage géographique. Tu acceptes que tu vas décaler, tu quittes le milieu urbain pour la banlieue éloignée ou la région. Bien, sur le spectrum, tu as des options, puis tu vas trouver un moment donné, tu sais, en anglais, aux États-Unis, ils appellent drive till you qualify. C'est à peu près ce genre de commentaires que je fais, mais pour l'immobilier, ça, c'est une réalité définitivement. Là. Parce que sinon, si tu achètes de quoi qui est très dispendieux, il faut que tu acceptes qu'une bonne portion de ton patrimoine, il n'y aura pas en épargne, ça va être payé ta maison. Puis c'est correct. Tu sais, j'ai des gens qui ont vendu leur maison, exemple, à NDG, ils ont eu une somme significative, mais il a fallu qu'ils fassent la transaction parce que tout leur patrimoine était dans la résidence principale. Puis là, vient le temps que tu es à la retraite, tu as besoin d'argent, tu peux pas vendre une porte puis une fenêtre. Il faut que tu vendes la propriété, puis tu ailles dans de quoi de plus petit à ce moment-là pour dégager la liquidité. Puis ça, c'est un choix, comme quand je dis, tu prends des décisions qui ont des conséquences sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Ben, l'achat de la résidence pour un salarié, c'est vraiment une question importante. Fait que quand tu parlais justement de se poser des questions, ces questions-là, ça fait partie de ça, finalement. C'est le niveau de vie que je vais avoir versus où je vais habiter, qu'est-ce qui est prioritaire pour moi? C'est-tu la localisation? C'est-tu en mettre de côté? C'est-tu investir? C'est-tu être propriétaire? Ça fait partie... C'est ça, ces questions-là, finalement? Oui, c'est ça, c'est ces questions-là. Puis ça va être plus facile de faire ces choix-là si tu as choisi où tu te diriges. Tu sais, je m'explique, puis c'est ça qu'on parlait un peu avant, c'est que si, disons, toi, tu as appris à te connaître, puis ce qui te nourrit, t'élève, c'est, disons, le voyage. Okay? L'expérience humaine, tu es curieux, tu veux voir tout ce qu'il y a sur la Terre. Bon, disons que ça t'allume. Bien, cette dépense-là, tu sais, comme dans une entreprise, tu as des bonnes, des moins bonnes dépenses. Ça, tu peux dire, ça, c'est une bonne dépense. OK? Mais maintenant, parce que sinon, si c'est pas que tu te diriges, tu es tenté partout. Puis, tu sais, personnellement, puis je pense qu'il y a beaucoup de gens, des fois, on se pose la question, cet achat-là, c'est-tu nécessaire? Tu sais, je pense qu'on est souvent sur le pilote automatique. Je pense pas qu'à chaque achat, on fait une pause puis on se dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Puis c'est sûr que tu peux te convaincre de n'importe quel achat au bout de la ligne. Là. Si tu as le goût de te l'acheter, tu vas trouver la raison qui est nécessaire. Ou même à l'inverse, je veux dire, si tu as un mindset plus de frugalité, ben, tu sais, un voyage, quand tu le regardes sur papier... C'est jamais nécessaire. C'est pas nécessaire, mais tu sais, quand tu le sais que pour toi, c'est ta passion, puis ça te nourrit, puis c'est ça qui te rend heureux, ben, est absolument nécessaire. Fait que genre... oui, puis c'est réducteur de juste ramener à tout une question d'argent. Tu sais, des fois, je provoque les gens, je dis, OK, je t'offre un deal. Si tu veux, là, je te donne la fortune de Warren Buffett, le plus célèbre investisseur, il vaut 130 milliards. Je te le donne là. Mais à une condition. Tu prends son âge et son état de santé. Il a 94 ans. Tu le veux-tu, le deal? En tout cas, je pense que tout le monde va le refuser. Mais oui. Ben, tu dis, non, mais c'est 130 milliards. Imagine, tu passes à côté de ça. Tu vas faire avec. Ben, c'est ça. Fait que ta définition de richesse, c'est quoi? T'es en train de dire que tu veux pas de la vie de Warren Buffett. Tu penses que t'es mieux que lui? Tu vas dire, ouais, j'aime mieux ma situation, honnêtement. Fait que c'est pas juste une question d'argent. Fait que si t'es frugal, puis je veux dire, il y a de la place pour tout le monde. Il y a du monde qui ont une inclinaison vers la frugalité. Puis c'est pas s'ils sont sur leur X là-dessus, tant mieux. Mais si tu ramènes toute dépense à une question d'argent, ben je pense que c'est limitatif. Puis comme tu dis, c'est grandir personnellement. Tu sais, comme quand tu arrives à la fin de tes jours, tu as une conversation avec toi-même, tu vas dire, ma vie, as-tu valu d'être... Je l'ai-tu bien vécu? Est-ce que tu vas penser à la taille de ton REER? Ben peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, faut que tu te la poses, la question. Vraiment pas. C'est ça. Fait que là, je reviens, disons, là-dedans, dans l'équation. Peut-être que oui, mais très certainement que non. Ben, je pense que je pense que t'as raté peut-être... t'as peut-être raté quelque chose. Mais je reviens au point, c'est que si, exemple, toi, tu dis, ce qui m'aligne, c'est entre autres le voyage, ben tu vas t'assumer ton budget voyage. Puis peut-être quelqu'un frugal va dire, ben non, mais tu pourrais voyager de manière bien moins dispendieuse, voyager moins, couper là, mais tu dis non, je m'assume, je suis capable, je fais le calcul. Par contre, ça va venir avec des sacrifices. Mais là, soudainement, ces sacrifices-là sont probablement moins difficiles à vivre parce que tu le sais pourquoi. Il y a une récompense. C'est pas juste pour remplir un compte en banque qui est abstrait, qui t'allume même pas, parce que toi, tu n'es pas passionné de finance. Il y a beaucoup de monde, lire des états, leur relevé bancaire, c'est comme lire le bottin de téléphone, ça les allume pas. Donc, tu sais, je donne un exemple, tu es une fille, tu vas magasiner, tu vois une paire de jeans à 200 $, tu as le goût de l'acheter parce que tu as une fête, puis tu dis, ça va bien me faire. Mais en même temps, tu avais pris le contrat d'épargner 400 $ par mois pour des voyages, puis tu as besoin d'un budget de 5 000. Bien, cette paire de jeans-là, elle a une signification pour toi. C'est peut-être pas accomplir ton objectif qui t'allume beaucoup plus. Fait comme une entreprise, à un moment donné, ils ne peuvent pas dépenser partout.
ils font des choix stratégiques, ben là, tu le fais ton choix stratégique, puis tu vis bien mieux avec, parce qu'au moins, tu as une raison. T'as pas l'impression de te priver quelque chose pour au final un chiffre sur un compte d'épargne. Non, exact. Tu te prives pour une raison qui est significative. C'est que tu peux pas tout choisir, tu as choisi tes priorités. Ouais. Fait que c'est comme ça que finalement qu'on arrive à allier le contraire de frugalité, I guess, croissance. C'est un mélange des deux. Puis d'être quand même, d'avoir l'impression de vivre dans le moment présent, puis de profiter de la vie, puis pas être juste en restriction, là, finalement. Exactement, c'est ça. Le but, c'est de... Puis toutes les méthodes font que ça, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont réussi comme ça. C'est avoir une stratégie que tu joues ces deux tableaux. Tu vises la croissance des revenus, tu es plus futé dans le choix de tes dépenses parce que tu le sais sur quoi tu veux dépenser. Puis après, quand tu fais tes investissements, puis tu gères ton passif, tu gardes tout ça en tête, puis ça, je pense que ça va être plus stratégique. Mm-hmm. Fait que c'est une autre voie qui est peut-être un peu méconnue puis qui n'est pas éduquée. On se le partage pas, ça. Mm-hmm. Mais une fois qu'on a ça, là, qu'on a établi, c'est quoi nos dépenses, nos bonnes dépenses, qu'on est prêt à faire le sacrifice des moins bonnes dépenses selon nos propres intérêts, qu'on a négocié notre revenu à la hausse, qu'on a changé de terroir selon, tu sais, pour tout ce qu'on vient de dire, c'est quoi après ça la stratégie de croissance? Parce que si on prend le raisonnement d'entrepreneur, comme si on veut garder la comparaison, là, t'es sur le vignoble de ton oncle. Ouais. Puis là, tu te dis, bon, ben, OK, ça, c'est mon setup. Ben là, j'ai de l'argent, j'achète le terrain à côté pour planter un autre cépage. Là. C'est là que Tu tombes dans le territoire. C'est là que l'allégorie du vin... de métaphore, ça va parce que je suis loin de connaître ça. Là, là t'achètes pour planter un autre cépage à côté. Puis là, tu sais, ça fait partie de la croissance. Tu as changé de terroir, tu es sur un nouveau terroir. Là, c'est quoi l'équivalent d'acheter une autre rangée de raisins? Là, moi, je vais appeler ça, c'est de l'audace mesurée. Bon, si tu es un entrepreneur, il faut que tu prennes du risque. Puis des fois, on dirait le monde pense binaire. C'est le risque que tu vas frapper le mur ou tu es complètement sur la défensive. Le risque mesuré, c'est je vais prendre ce risque-là. J'ai le meilleur scénario, tant mieux s'il arrive. C'est quoi le pire scénario? Le scénario, est-ce qu'il est fatal? Fait que je donne un exemple. Tu t'endettes pour placer en bourse. Puis disons qu'à une manière démesurée où tu achètes des titres hyper spéculatifs, bien, pire scénario, si le portefeuille chute de 50 % puis la banque fait un appel de marge, écoute, tu peux tout perdre ce que tu as. Mm-hmm. À l'inverse, des fois, il y a des risques qui sont mesurés. Fait que je vais donner un exemple à l'emploi, mais après, on va revenir à l'investissement. Mais disons que tu travailles dans une grande organisation, puis là, tu n'es pas sur ton X. Il y a une petite PME, tu connais le fondateur, puis il dit « Hey, tu as le goût de venir avec moi, puis je vais ouvrir le capital, tu vas être actionnaire avec moi. » Mais là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis « OK, disons que tu as bien négocié, puis c'est lucide. » Tu dis « Je vais faire le saut. » Puis c'est quoi le pire? Finalement, je ne suis pas sur mon X dans cette PME-là. Est-ce que je me garde une porte de sortie pour retourner dans mon employeur ou je peux-tu me trouver de quoi de similaire? Bien, au pire, tu as investi 2 ans, tu as tiré une leçon, j'appelle ça des frais de scolarité, puis tu retourneras. Tu sais, c'est pas fatal. Mm-hmm. Fait que l'idée, c'est de faire de l'investissement, prendre du risque et mesurer. Bon, je ramène ça concrètement. Tu es salarié, tu dégages du profit, tu fais de l'investissement. Bon, il y a du monde qui veut investir dans des PME ou de l'immobilier, tu peux, mais tu sais, je pense que ça reste minoritaire. La majorité des gens, ils vont placer l'argent dans des placements, comme nos clients. La première erreur que je vois, c'est que ces gens-là manquent d'audace. Je m'explique. C'est que souvent, ces gens-là vont avoir des portefeuilles de placement, puis ils vont rencontrer leur conseiller, ils vont dire OK, c'est quoi le degré de risque que tu vas avoir dans ton portefeuille? À chaque fois que tu lis les nouvelles, il y a tout le temps une question qui t'inquiète. Puis là, tu te remplis une question un peu abstraite. Comment tu vas réagir si le portefeuille baisse de 35 %? T'es comme, j'ai pas le goût que ça arrive. Il y a personne qui réagit bien dans le fait que ton portefeuille descend. C'est ça. Trump a annoncé ses tarifs, moi, je flyais. Là. Ouais. C'est comme, oui. Ah, c'est ça. Mais ça dépend de l'individu. Ça dépend aussi de ta littératie financière. Mais pour le commun des mortels qui n'a pas le goût d'être versé là-dedans, souvent, ce qu'ils vont prendre, ils vont prendre une posture défensive. Mets-moi un profil équilibré. OK. Puis, le conseiller, c'est un humain. Il y a une personne devant elle qui semble inquiète. Il ne voudrait pas se faire blâmer dans une chute boursière. Il prend le téléphone. « Hey, je t'avais dit que je ne voulais pas prendre de risque. » Fait que le conseiller va dire « OK, ben, tu vas être plus défensif, parfait. » Mais c'est un rendement-là qui va être, disons, dans un portefeuille équilibré de 6 %. Là. Disons, là, à 25 ans, tu avais un bon salaire, tu as mis 15 000 de côté. Puis là, tu as 45 ans, après 20 ans. Si tu avais fait 6 % ou 8 %, juste 2 % d'écart, c'est peut-être 150 000
de moins que tu as dans ton portefeuille. Ouais. Puis à 45 ans, si tu gardes la même cadence d'épargne de 15 000 par année, à 65 ans, là, entre les deux, entre faire 6 puis 8 millions, c'est un écart d'au-dessus d'1 million. Fait que des fois, je dis au monde, c'est correct, peut-être que tu voulais être défensif, puis c'est correct, mais tu réalises que ta décision va te coûter $1 million. Ce serait peut-être le fun d'avoir l'information avant, c'est quoi l'impact, puis après, tu prendras ta décision. Oui. Surtout si l'objectif, c'est la retraite, c'est le long terme. Exactement. Exactement. À moins que tu aies un objectif de comme dans un an, je vais le retirer parce que je vais acheter un condo, ben là, peut-être que tu vas aller dans quelque chose de plus safe. Mais c'est ça. Fait que la bourse, historiquement, 1 année sur 3, c'est négatif. Fait que si tu places en bourse puis tu veux retirer dans un an, tu as une chance sur 3 que le portefeuille vale moins. C'est pas une bonne idée. Mais si ton horizon est de plus de 10 ans, puis ça, c'est le jalon, c'est 96% des chances que le rendement soit positif, puis 100% après 11 ans, statistiquement. Fait que l'argent pour la retraite, en général, c'est plus de 10 ans. Ton allocation devrait pas nécessairement être priorisé sur ton besoin, ton inquiétude sur les hauts et les bas du marché, mais plus sur l'option de temps. Donc, si tu as 30 ans devant toi, tu devrais être 100% en action. Bon, si la volatilité, ça te rend malade, ben là, à un moment donné, peut-être lève le pied appuie sur le frein un peu puis sois plus défensif. Ou surtout, arrête de checker à tous les jours. Là. Si tu investis pour ta retraite, tu n'as pas besoin de checker à tous les jours, maintenant. Ben c'est ça. Souvent, les gens, leur insécurité s'atténue au fur et à mesure qu'ils s'éduquent sur la finance puis commencent à maîtriser la bête. Ou tu vis ta première baisse puis tu t'en survis. À un moment donné, tu crées une certaine résilience. L'autre point aussi, c'est qu'il faut que tu regardes ton bilan complet. Des fois, le monde, ils vont compartimentaliser. Fait que je rencontre des gens... Ils travaillent dans le secteur public, ils ont un beau fonds de pension, ils ont une maison, ils ont un petit duplex, puis le portefeuille, il est équilibré. Là, tu dis, bon, mais regarde ton patrimoine. Fonds de pension immobilier, c'est quand même sécuritaire. Cet argent-là, pourquoi tu n'as pas plus d'audace? Parce que dans le grand schéma des choses, tu es quand même défensif. Au lieu de compartimentaliser ta philosophie d'investissement juste à ton compte. Puis aussi les taux d'intérêt. Si les taux d'intérêt c'était à 8 %, je te dirais, ben là, profite-en, c'est quand même alléchant. Mais il faut prendre ça en compte. Fait que les gens si je reprends l'exemple d'un salarié qui veut faire de l'investissement, ce qui est le plus accessible, c'est de revoir leur audace dans leur portefeuille boursier. Parce que rarement, on va voir des gens qui bâtissent des portefeuilles qui sont 100% en action. Pourtant, mes clients ordinaires qui font des choses extraordinaires, soit c'est l'inverse. Ils sont plus audacieux. Ils sont plus exposés au marché. Puis ces écarts-là de 2-3 % par année qu'ils vont chercher, si tu regardes ça sur 10-20 ans, c'est là que c'est significatif. Le monde dit, comment tu as réussi? Hey, tu dois épargner. Ben non, j'ai progressé sur ma carrière, j'ai automatisé tout, puis j'ai été audacieux dans mon portefeuille. Mais regarde après 25 ans ce que ça donne. Mais ces gens-là, c'est eux qui sont audacieux ou c'est toi? Dans le sens que c'est, tu sais, je veux dire... Oui, c'est une bonne question. Parce que toi, t'es leur gestionnaire de portefeuille versus quelqu'un qui le ferait lui-même, là, je comprends, ben là, c'est à toi à prendre tes propres décisions, mais quand c'est... Quand c'est par dans le fond, dans ta stratégie d'investissement sur les placements, première question, veux-tu être investisseur autonome? Parce que ça va te coûter moins cher, puis tu peux te débrouiller par toi-même. Ou tu veux être conseillé. OK? Puis c'est sûr que si tu es un conseiller, si tu es conseillé par le bon conseiller, je pense que ça va t'aider. Puis il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Je veux dire, demain matin, il y a du monde qui sont autodidactes. Demain matin, je veux faire un marathon. Je pense que ça va plus te ressembler que si on parle de vigne. Il y a du monde qui vont lire un livre sur la course, puis ils vont regarder une coupe de YouTube, puis ils vont avoir la discipline intérieure, ils vont se faire le programme, puis ils vont courir. Tandis que moi, je vais faire le premier 5 km au printemps, j'ai un point dans le ventre, puis je vais dire, pourquoi je fais ça donc? Puis je lâche le projet. Fait que moi, personnellement, je vais préférer avoir un coach, puis ça va me coûter de l'argent, mais c'est niaiseux, mais le fait que je le revois dans 2 semaines, je veux qu'il voit du progrès. C'est comme si je veux maintenir je veux avoir la table dans le dos. C'est de même qu'on est constitué, puis peut-être je vais rejoindre un club de course. Mais je veux dire, quand on parle de fonds de FNB puis des produits, c'est un peu comme dire, je vais acheter la meilleure paire de chaussures. Ouais, mais à la base, là, si t'as pas trouvé ton plan de course puis ta méthode pour faire ton millage, ton kilomètre, oublie la paire de chaussures, là, c'est accessoire. Fait que la première étape, c'est de dire, moi, je suis comment? Si ça, c'est une inclinaison vers le placement puis tu as un tempérament qui est curieux, t'aimes la bourse, ben gère-le toi-même. Mais puis tu vas trouver ton X. Mais l'autre côté, si c'est juste une question de frais, ben tout le monde qui est autonome aurait les meilleures performances. Mais la réalité, c'est dans quoi tu es investi puis c'est quoi tes réflexes d'investisseur dans toute l'incertitude. C'est ça qui fait la différence. Mais c'est pas le cas? J'imagine que tu vas me dire que c'est pas le cas parce que
toi, tu fais ça dans la vie. Je suis biaisé, ben ouais. Non, pas t'es biaisé, mais mettons, je reprends le podcast avec Nicolas Bérubé qu'on a fait, qui disait les gens qui investissent dans le S&P 500, le S&P 500, sur le long terme, bat tous les gestionnaires de portefeuille. Ouais, OK. Fait que, après ça, comment que... Fait que, mettons, moi qui reçois cette information-là, je me dis, je vais mettre X nombre d'argent par mois, ou quand j'en ai un petit peu de côté, je le mets dans le S&P 500, puis on se reverra dans 20-30 ans, puis je devrais être good. Versus, c'est quoi mon avantage de faire affaire avec un gestionnaire de portefeuille qui va prendre qui a des frais de gestion, ça, puis justement, tu parlais de 2%, ben, tu sais, 2% sur le très long terme, ça fait une méchante bonne différence. Là. Significatif, ouais. Fait comment je répondre à ça, c'est 2 volets. OK. Il y a le volet pratico-pratique, mais avant, c'est les études. Fait que l'étude, c'est pas faux. Il y a des études qui disent que à long terme, c'est 94% des indices vont battre les gestionnaires actifs. Mon grain de sel par rapport à ça, OK, je vais prendre un pas de recul. Tu regardes le monde de l'immobilier, c'est pas dogmatique. Il y en a qui font de l'immobilier, ils achètent du terrain, d'autres vont faire acheter des chalets, vont faire du Airbnb, d'autres vont faire du multilogement, vont faire du commercial. Puis chacun trouve son compte, puis c'est correct. Je veux dire, ce serait pas constructif de voir un investisseur qui fait du multilogement essayer de convaincre quelqu'un qui fait du terrain que c'est la bonne manière. Puis je trouve des fois, dans le monde du placement, on a un certain dogmatisme là-dedans. Il y a une manière qui devrait être investie. Fait que mon commentaire à ça, c'est que les frais de gestion, il y a un impact significatif, 100%. OK? Puis c'est vrai que cette étude-là que Nicolas a citée, elle existe. Par contre, je nuance, c'est que cette recherche-là, puis souvent les recherches qu'on cite, c'est des recherches où on regarde des gestionnaires de fonds mutuels où il y a des frais de 2%, 2,5%, très élevés, qui n'est pas nécessairement le reflet de ce qu'on a comme tarification aujourd'hui. Puis si tu regardes les fonds mutuels, les plus significatifs, souvent, ils ont une tendance à faire ce qu'on appelle dans l'industrie du index hugging. Fait que le gestionnaire ne veut pas trop se casser la gueule puis se démarquer de l'indice. Fait qu'il va acheter pas mal les sociétés qui reflètent l'indice, rajoute son frais de gestion. Fait que tu regardes les plus gros fonds mutuels au Canada, des fois, ils ont 90 positions. Fait que là, tu me dis que moi, tu me dirais, Simon, je te donne un mandat en tant que gestionnaire. La Bourse de Toronto, c'est 300 sociétés. Choisissant une sur 3, il faut que ça soit la bonne parce qu'après un frais de gestion de 2,25 il faut que tu battes l'indice. Moi, ma réponse, je suis pas capable. Je serais pas capable. Il y a d'autres études qui disent que quand le portefeuille est plus concentré, un exemple, 30 positions, 25 à 30 positions, ou qui couvre des secteurs moins majeurs, c'est là que tu peux avoir de la démarcation. Mais l'idée, ça, c'est un débat. Tout le monde sur des suppositions ou des études à recherche va gagner son argument. Moi, ce que je dis à la base, c'est que quelqu'un qui est capable d'avoir la philosophie de Nicolas Bérubé, c'est d'acheter des indices, qui va se concentrer sur une bonne diversification géographique, puis qui a les bons réflexes. Bienvenue la gestion autonome. Je pense que c'est fait pour lui puis pour elle. Moi, sur le terrain, quand tu lis le livre, ça a l'air évident, mais moi, sur le terrain, je vois autre chose. Puis c'est là que le conseil est bon. Fait que demain matin, je te dis, tu vas être en santé, là. Tu es capable de me dire sur la nutrition ce que tu dois faire. OK? Mais là, je vais te suivre pendant une semaine. Qu'est-ce que tu manges? Bien, entre la connaissance puis l'exécution, il y a un écart. T'sais, fait que des fois, tu as le goût de te gâter, puis tu vas te justifier à t'acheter de quoi de sucré, puis tu sais que tu ne devrais pas le faire. Ben, en gestion de portefeuille, c'est pareil. Tu peux lire un livre, il va te dire le playbook, mais il y a du monde dans la pratique, et la majorité, c'est qu'ils lisent les nouvelles. Ah, ben c'est peut-être l'exception. Ah, ben c'est peut-être le. Puis là, ça remet en doute. Fait que ces gens-là qui sont accompagnés par un coach qui a des coûts, ben les erreurs puis les bonnes décisions vont être compensées par le coût de frais de gestion. Puis là que je vais pousser l'audace sur le terrain, c'est que quand tu tombes dans des... Tu sais, nous, on a des clients qui sont très fortunés, puis dans la sphère des clients, exemple, qui ont plusieurs millions et plus, rarement sont en gestion autonome. Pourquoi? C'est pas qu'ils sont illettrés financièrement, c'est parce que derrière le prix, ils reconnaissent la valeur du conseil. Puis ces gens-là vont dire « Ah, mais ils payent un frais de gestion moins que moi. » Ouais, mais en absolu, en dollars, ils payent pas mal plus que toi. Ouais. Puis ils savent compter. Fait que pourquoi ces gens-là choisissent des avocats, des fiscalistes, les meilleurs fiscalistes? Tu sais, demain matin, tu veux te construire une maison, puis tu choisis un architecte. Tu vas-tu choisir l'architecte qui facture le moins cher? Ben non. Tu vas aller le voir, tu vas dire, montre-moi ton portfolio. Puis là, tu vas lui parler de ton projet. Puis là, tu dis, hey, je sens qu'il aime mon style, puis je pense qu'on connecte. Puis je regarde son portfolio, ça fit. Le prix, il va rentrer dans l'équation. Mais à un moment donné, c'est pas juste une question de prix, c'est un peu comme la personne frugale qui est limitative. Donc, il y a des gens que... Puis il y a même des études, des études qui le démontrent, c'est que
ils payent un frais de gestion, mais ça les ramène tellement dans la bonne allocation, dans le bon taux d'épargne, ça te motive à épargner. Parce que disons que tu gères toi-même ton argent puis que tu n'es nécessairement peut-être pas sur ton X. C'est facile d'aller reprendre ton argent puis de la redépenser. Disons que tu as une somme de côté, puis là, tu as le goût d'aller au fameux voyage avec tes amis en Asie, puis tu dis, ah ben là, je vais décaisser. Mais des fois, de prendre l'argent puis la sortir complètement de tes comptes bancaires, de ne pas y avoir accès seulement en communiquant avec ton conseiller, cet élément-là fait que tu vas le pas piger dedans. Parce que tu dis, ben mon conseiller va me refaire mon plan, puis il va me dire, hey, tu sais, t'as décaissé ça, ben à cause de ça, on n'atteint pas le plan. Cette friction-là, puis c'est joué avec sa réalité. Tu sais, disons que t'as de la misère à. Tu sais, tu dis, je suis TikTok trop souvent sur mon téléphone. Juste si tu mets ton téléphone, on lit ça, des fois, on dit branche ton téléphone la nuit dans une pièce. Juste la friction d'aller le chercher, ça va. Des fois, tu vas moins consommer. Fait qu'il y a des gens qu'avec un coach financier, malgré le net de frais, il y a une plus-value. Pas pour tout le monde, comme je dis. Puis, c'est pas un ou l'autre. Tu peux faire les deux. Puis, tu peux migrer d'une plateforme à l'autre. Tu sais, je veux dire, c'est évolutif. Donc, tu peux commencer avec un conseiller, puis un coup que tu sens que tu maîtrises vraiment la finance, tu peux dire, c'est quoi? Je vais en prendre une portion, puis je vais essayer moi-même autonome. Puis là, tu réussis, puis ça va bien. Ben après, tu vas avoir beaucoup plus confiance de tout ramener ça en gestion autonome parce que tout d'un coup, la valeur ajoutée du conseiller, ce qu'il t'offre, pour toi, ne vaut pas le coup, puis c'est mûri. Ben, c'est correct. Puis l'inverse arrive. Des fois, on a beaucoup de gens qui communiquent avec nous, sont des investisseurs autonomes. Ils réalisent qu'ils ont commis des erreurs, puis finalement, ils reconnaissent la valeur du conseil. Un bon gestionnaire de portefeuille, un bon conseiller, dans le fond, c'est qu'il est capable de prévoir finalement les tendances, puis quels secteurs s'en vont où. Puis ça, dans le fond, c'est un peu de deviner le futur, finalement, c'est ça? Je me méfierais de quelqu'un qui devine le futur. Qui dirait, j'ai une boule de cristal. Ouais, exactement. Je sais où ça. Puis tu sais, le meilleur point pour illustrer ça, je veux dire, disons que tu rencontres ton conseiller en 2019 puis il dit qu'il va te prédire le futur. Est-ce qu'il aurait prédit le COVID? La guerre en Ukraine, l'inflation galopante, la hausse de taux d'intérêt puis la guerre commerciale qu'on a eue. Écoute, personne n'est capable de prédire l'avenir. Bon. Fait que ce que tu peux faire, par contre, c'est embaucher ton conseiller. Souvent, les gens vont hériter d'un conseiller qui ont leur succursale ou qui était référé par un ami. Mais moi, je dis, première étape, c'est cet argent-là, gère ton argent. C'est un peu comme un architecte. Tu sais, je donnais l'exemple d'architecte. Je pense que c'est bon que tu en rencontres quelques-uns. Puis à un moment donné, tu vas en trouver un. Fait que c'est la même chose. Tu dis, OK, d'abord, je ne vais pas gérer mon argent. Je vais la faire gérer. Bien, il faut que j'en aille pour mon argent. Fait que je vais passer en entrevue des différentes options. Puis je vais choisir celle qui est le plus intéressante. Puis éventuellement, après 1 an, 3 ans, 5 ans, il faut l'évaluer, le résultat. Moi, si j'étais dans la place d'un consommateur, c'est pas nécessairement c'est aucunement sa capacité de prédire l'avenir, c'est plus son processus. Donc, comment tu vas gérer mon capital, puis c'est quoi ton processus? Puis si ton processus, il est cohérent, il va pas toujours fonctionner à chaque année. Tu sais, je veux dire, je donnais l'exemple tantôt de Warren Buffett, ben disons, tu as un gestionnaire, une année, il te fait moins 20 % de rendement pendant que l'indice est positif. Tu vas-tu le garder? Ben peut-être pas. Mais Warren Buffett, en 99, il y avait un écart significatif avec l'indice parce que il n'a pas participé à l'euphorie de la bulle technologique. Mais il y avait un processus. Lui, il paniquait pas, il t'aurait expliqué ce qu'il fait. Fait que moi, je dis, quand tu rencontres ton conseiller, c'est quoi son processus? Par processus, c'est quoi son processus? C'est quoi ses résultats passés? C'est quoi son processus qui l'a amené là? Y a-t-il une cohérence dans le discours? L'autre point, y a-t-il une équipe? Parce que si ton conseiller, il porte le chapeau il fait les placements, il fait aussi un petit peu d'assurance, il va te faire ton crédit, il fait un peu d'administration, tu te dis, comment tu peux porter tous ces chapeaux-là? Moi, je crois personnellement à l'équipe multidisciplinaire. S'il y a des analystes, des gestionnaires de portefeuille, des conseillers, faut que je pense qu'une équipe bien rodée va donner une plus-value, puis souvent, c'est au même frais qu'une personne qui est autonome. J'ai rien contre quelqu'un qui est autonome, mais je dis juste qu'il y a plus de barrières, d'après moi, à l'entrée pour réussir. Moi, je serais pas capable. L'autre point aussi, c'est la communication. C'est quoi l'expérience? Est-ce qu'on se parle une fois par 2 ans ou tu vas me tenir au courant? Parce que si je t'embauche puis je paye un frais, j'aimerais ça que tu me fasses un rapport de ce qui se passe. Puis après, il y a tout le volet de la gestion de patrimoine. Tu sais, c'est pas juste une question de placement. Donc, c'est quoi les risques? Si tu tombes malade, si tu tombes invalide, ça change toute la donne. S'il y a un décès, c'est quoi l'impact pour les gens autour de toi? La fiscalité, avant que la fin d'année arrive, elle doit être optimisée. Tout le volet conseil sur la gestion de ta dette, c'est quoi ta structure financière?
Puis il y a des gens au Québec qui ont vraiment un conseil qui est élaboré, qui inclut tout ça. Fait que pour une personne qui a besoin d'être accompagnée, parce que sa passion, c'est sa carrière, sa famille, sa santé, puis qu'il n'y a pas nécessairement l'intérêt, ben il est mieux de se trouver, je pense, un support de ce côté-là. C'est tough pour quelqu'un, mettons... Tu sais, moi, pour moi, mettons, là, je vais prendre mon exemple. J'aurais l'impression, parce que tu dis passe en entrevue ton planificateur, mais moi, j'aurais l'impression d'arriver au garage puis qu'il y a un gars qui m'explique quelque chose que j'ai aucune calisse idée. Ouais. Puis de faire, comment savoir si c'est la personne qualifiée, parce qu'il me parle un langage que je connais pas, qui est dur de comme... Tandis que de dire, mettons, download cette application-là, va sur Desnat, mets de l'argent dans ce fond-là précisément, toi, j'y plus. C'est simple à comprendre pour moi. Là. Puis, genre, c'est des beaux graphiques, un beau design, super slick. J'ai pas besoin de penser à rien d'autre. Puis, je comprends ça. Je comprends comment ça fonctionne. L'argument de Nicolas Bérubé, c'est pas une argumentation, mais... T'as pas besoin de connaître ça tant que ça dans le fond, t'as juste besoin de mettre ça là-dedans. Sauf que je comprends aussi vraiment que moi, j'ai découvert que je traite ça vraiment plus comme un jeu, puis que je suis capable d'être complètement déconnecté de ça. Mettons, tu sais, genre, pendant toute la guerre tarifaire, il y a quand même un bon crash dans la bourse, puis moi, je voyais ça, puis j'étais amusé de voir ça, sachant que le plan est sur le très long terme, là. Mais il y avait du monde dans mon entourage que c'était la panique complète, puis que s'il n'y avait pas accès à ça, parce que l'argent est dans un autre portefeuille quelque part, ben c'est mieux pour eux autres. Fait que je comprends que les deux... Si tu avais besoin de ce journée-là, c'est étonnant, mais sinon, au contraire, c'est excitant. Là. Si tu as un peu d'argent de côté encore, ben si tu as de l'argent ailleurs, t'achètes. Là. Ouais, ben écoute, je veux pas rentrer trop là-dedans, mais le point, c'est que c'est vraiment pas pour tout le monde de faire ça. Ça, je le comprends. Là. Mais ce que je voulais demander, c'était... c'est ça, comment tu fais pour choisir le bon planificateur si comme tu arrives ou gestionnaire, parce que tu arrives puis tu rencontres quelqu'un qui te parle. Tu sais, je veux dire, je suis sûr qu'on serait capable d'avoir une conversation de 5 minutes où ce que tu dis pas un mot que je comprends. Tu sais, mettons qu'on va deep dans la finance puis dans les investissements. Fait que comment est-ce que tu fais pour savoir si t'es pas en train de te faire dire de la sauce? Là, exact. Ben, premier point. Quand tu parles de ton expérience, moi, j'ai l'impression que tu as trouvé ton X, tu as trouvé ta méthode. Ouais, moi, je suis ça. pas compulsif. Genre, j'ai pas de compulsion, c'est assez simple. Ouais, exact. Puis t'es peut-être à l'aise avec... Tu sais, t'es en affaires, t'es à l'aise avec la littératie financière. Fait que parfait. Tu sais, je veux dire, t'as pas à être convaincu d'avoir un conseiller avec toi. Puis, mais comme je dis, moi, sur le terrain, entre cette perception que toi, t'es le reflet de toi. Mais sur le terrain, c'est pas toujours le cas. Maintenant, ta question est super légitime. Moi, personnellement, si j'allais voir un architecte puis parlais d'un langage que je comprends rien, ou ton chirurgien t'explique que je comprends rien, je ferais pas affaire avec. Tu sais, il faut que tu trouves... Si la personne est pas capable de simplifier à quel point elle maîtrise son jargon, fait que ça, elle commence à parler de ratio Sharpe puis de bêta au client. C'est pas un investisseur institutionnel, c'est quelqu'un devant toi. Peux-tu me le simplifier? Je comprends pas, peux-tu me l'expliquer? S'il n'est pas capable ou elle n'est pas capable de te le vulgariser, tu te dis à quel point tu maîtrises ton art, parce que souvent, bien maîtrisé, c'est capable d'être simplifié. C'est un bon point, ça. Si tu en passes en entrevue, tu vas aussi quand même t'éduquer, tu vas élargir ton langage. Puis je te garantis que tu vas finir par tomber sur quelqu'un qui est capable de te faire comprendre ce qu'il explique. Puis c'est là, la notion, c'est pas parce que tu as le titre professionnel que tu es compétence égale, que ce soit pour toutes les professions. Et c'est la même chose dans le monde du placement, ils n'écartent pas. Fait que moi, c'est pour ça que je dis aux gens, des fois, je dis, fais un effort additionnel. Parce que si tu es pour choisir un partenaire sur 10 ans, puis c'est pour te coûter de l'argent, puis que les résultats peuvent varier en centaines de milliers de dollars, je pense que ça vaut la peine. Tu sais, ça me vient à l'esprit, tu sais, des fois, les gens, la planification successorale, ils veulent pas nécessairement en parler. Puis là, je leur dis, écoute, si tu as travaillé 40 ans, 40 000 heures par année, c'est combien de dizaines de milliers d'heures que tu as mis à bâtir un patrimoine? Pourquoi tu ne prendrais pas 5 heures pour t'assurer de bien le transmettre? Là, c'est l'inverse. Disons que tu es à ta jeunesse, tu veux te bâtir un patrimoine, pourquoi tu ne prendrais pas quelques heures de t'assurer que tu prends la bonne stratégie? Fait que
tu dois lire. Exemple, tu parlais de Nicolas qui venait à votre podcast. C'est une bonne alternative. Tu peux explorer les plateformes autonomes, puis aussi rencontrer des conseillers. Mais je pense que ça mérite de mettre le temps. Ta plateforme, tu comprends le langage. Tu peux trouver des humains qui parlent comme toi. Je comprends. Ouais. C'est un bon point. Fait que, tu sais, pour la question que je te posais tantôt, un bon conseiller financier, au final, si je te suis, c'est pas nécessairement lui qui va faire les meilleurs moves de « OK, je vends là, j'achète ça ». C'est plus celui qui va mieux comprendre son client puis faire quelque chose. C'est une combinaison, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a le conseil en gestion de patrimoine. Donc, où tu te diriges, c'est quoi ton chiffre pour te considérer financièrement indépendant? Parce qu'il te faut une cible. Tu sais, disons, à un moment donné, tu dis, moi, je veux pas travailler toute ma vie. Ben, c'est quoi le chiffre qu'il faut que j'atteigne pour être financièrement indépendant? Puis si la vie, c'est évolutif, faut-tu le revoir ou pas? Ouais. Toutes les autres notions que j'ai mentionnées, ça, c'est des conseillers en gestion de patrimoine. La gestion de l'actif, tu vas rencontrer plein de philosophies. Il faut que tu en trouves une qui résonne avec toi. Le but, c'est d'être engagé dans le processus. Donc, moi, j'ai une philosophie de gestion plus active. Tu sais, on offre des solutions indicielles, mais moi, ce que j'aime plus, c'est avoir une approche. Moi, je suis un entrepreneur à la base. Fait que c'est quoi les grandes tendances? Fait que la portion bourse, une entreprise qui offre dans un secteur en croissance, il y a un vent d'eau. C'est plus facile. Fait que si tu crois que la décarbonation à long terme, c'est une tendance qui est lourde, la productivité agricole, la sécurité énergétique, l'intelligence artificielle, ramener la production de proximité, qu'aujourd'hui, les gouvernements vont chercher une souveraineté différente par rapport à la guerre commerciale, puis c'est une tendance qui va être lourde. Moi, pour la portion boursière, j'aime en premier lieu de trouver une diversification de secteurs, mais pas juste au nom de la diversification, c'est de trouver des méga tendances. Ouais. Puis, exemple, vieillissement de la population, c'est un autre. Puis dire quelle entreprise tire bien son épingle du jeu là-dedans ou quel indice que je peux prendre comme secteur, puis d'y aller. Ça, c'est ma recette. C'est Simon, puis c'est mes équipes d'analyse, c'est notre ADN, c'est notre culture. C'est quoi les entreprises qui tirent bien leur épingle du jeu du vieillissement de la population? Ben c'est les soins à domicile, okay. Entre autres. Il y a aussi... tu sais, aujourd'hui, avec les montres intelligentes, tu as des diagnostics beaucoup plus précoces qu'auparavant. Fais juste penser à l'apnée du sommeil. Les montres sont beaucoup plus diagnostiquées, puis c'est un marché que tu as peut-être juste à peu près 15% de la population qui devrait être diagnostiquée ont été diagnostiquées. Donc, il y a plein de tendances intéressantes comme ça. Donc, quelqu'un va venir me rencontrer, puis peut-être ça ne va pas résonner avec moi, je ne parlerai jamais d'analyse technique. Je ne parlerai pas que je joue des visions macroéconomiques puis je prédis l'avenir. Je n'y crois pas. Mm-hmm. Mais ça vient avec la notion de trouver un gestionnaire qui correspond un peu, qui fait écho à ton ADN. Je reviens à l'exemple immobilier. Pourquoi le monde qui font de l'immobilier trouve un créneau dans lequel ils sont sur leur X? Bien, ton gestionnaire, il faut que tu aies confiance en son processus, puis il faut que tu le comprennes. Comme ça, quand tu mets de l'argent de côté ou quand il y a des volatilités, ben, tu te rappelles pourquoi tu as investi de cette manière-là. Mm-hmm. Là, on parle d'investissement en bourse depuis tantôt. Quelles sont les autres options de croissance? Ben là, c'est large, oui, c'est ça. C'est sûr qu'on a parlé beaucoup d'investissement en bourse, parce que ça, c'est mon créneau à moi. Mais je veux dire, tu as la voie qui est plus entrepreneuriale, c'est l'immobilier. Après, tu peux investir dans des sociétés privées. Il y en a qui vont se bâtir des portefeuilles d'autres catégories d'actifs. Tu sais, de plus en plus, la finance se démocratise. Je veux dire, il y a les crypto-monnaies, il y a différents secteurs. À un certain moment, je pense qu'il faut que tu trouves un calibrage qui te représente. Puis tantôt, on parlait d'audace lucide. Il faut que tu fasses une allocation qui est quand même cohérente, tu sais, avec un pire scénario. Tu sais. Fait que si tu peux dire, je vais tout mettre dans une crypto qui va tripler de valeur. Ouais, mais si le scénario ne se matérialise pas, c'est quoi tu vas faire? Ouais. Fait que je pense qu'il faut que tu trouves un peu une cohérence qui est vraiment... qui est logique. Comme une entreprise ne va pas tout mettre son capital dans un seul investissement, tu dois être stratégique. Fait qu'à 30 000 pieds, tu trouves tes catégories d'actifs où tu as une conviction, où tu te reconnais, où tu as le temps, puis tu as le désir. Puis après, tu trouves la méthode d'investissement. Mm-hmm. Est-ce que tu crois que la crypto, ça va rester longtemps dans nos vies? C'est une bonne question. Moi, je vais donner ma vision. J'aime pas répondre à cette question-là parce qu'à chaque fois, les cryptomaniaques sont... Toujours. ils s'abjectent. On les salue. On regardera les commentaires. Ouais. Moi, je vais donner ma réponse à moi. Puis, fait que grosso modo, tu vois... Puis c'est pas une recommandation. Moi, ce que je remarque, tu sais, Bitcoin a été créé, ça fait plus qu'une décennie. Puis il y a d'autres crypto-monnaies. Puis je comprends tout le concept prometteur qui est de blockchain, de fractionnement, exemple de propriété. Il y a beaucoup de potentiel. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu une application mass market. Tu sais,
il y a une philosophie dans l'investissement, ça s'appelle « crossing the chasm ». C'est que des fois, tu as une innovation, puis les premiers 3% ils n'ont pas peur d'embarquer. Mais après, il faut que ça bascule pour que, après, les adopteurs de nouvelles technologies, ça vienne le reste de la population. Ouais. Puis actuellement, les crypto-monnaies, tu n'as pas encore eu cette adoption-là. Puis, les gens disent « Ouais, mais tu vas voir, ça va venir, la décentralisation de la finance. » Puis des fois, je me demande s'il n'y a pas un désir, des fois, quand ce scénario-là de bascule de structure financière va basculer théoriquement, c'est comme si les gens disent « Ben moi, j'ai participé assez tôt, j'ai eu la lucidité, j'ai eu la vision, puis là, tout d'un coup, j'étais là avant tout le monde, puis moi, j'en tire profit. » Fait que, actuellement, l'investisseur de crypto, ce qu'il souhaite, c'est que sa crypto, il va la prendre, il va la storer, puis il souhaite juste que ça prenne de valeur, puis qu'un jour, il arrive un moment que tout bascule pour être riche. Le premier critère, c'est qu'il veut juste que ça vaut plus cher. Mais il n'y a pas encore une utilité pratique. Je ne dis pas qu'il ne va pas en avoir. C'est juste que l'intérêt de la crypto depuis le COVID s'est accéléré. Ouais. Puis moi, ma décision d'investissement, c'est que si j'ai à devenir investisseur, je vais être sur le tard, puis je paierai plus tard, mais je veux une preuve de concept. Parce que jusqu'à présent, j'en ai pas. Je fais un parallèle. Mais tu arrives tard dans cette courbe-là. Je paierai plus cher, c'est mon coût, mais je suis pas, mon argent ne dort pas dans un compte en banque pendant ce temps-là. Ouais. Moi, c'est ça, je suis biaisé, je suis en bourse, j'ai investi. Mon quotidien, j'analyse des sociétés. Je serais fou de ne pas utiliser ce levier-là. Si je passe plusieurs dizaines d'heures par semaine à analyser des compagnies, ben moi, j'investis en bourse, c'est ma méthode. Puis il y en a qui disent, ben tu te trompes. Peut-être, mais ça, c'est mon coût d'opportunité, c'est mon choix logique. Puis tu sais, je donne un exemple. C'est ChatGPT, le modèle LLM, l'intelligence artificielle est arrivée dans nos vies bien après les cryptos, où pourtant, des applications pratiques... Ils sont arrivés beaucoup plus vite. C'est incroyable. Je veux dire, moi c'est l'inverse. Ça, je suis complètement à l'opposé. Je suis un utilisateur quotidien de tous les modèles de LLM, ça fait partie de ma vie, puis ça va changer mon industrie, ça va changer plein de choses. Fait que est-ce que les cryptos... Je peux pas avoir raison sur tout, je peux pas tout prévoir. Moi, ça m'allume pas la crypto après l'avoir étudié pour ces raisons-là. C'est l'opinion de Simon, c'est pas l'opinion de ma recommandation, mais c'est où que j'en suis actuellement. Mais c'était le but premier, en fait, de la crypto-monnaie, c'est que ça soit une monnaie là, que on peut utiliser, que tu peux aller au Domino's Pizza puis payer partout dans le monde. En Bitcoin, puis que ça soit universel. Puis finalement, c'est devenu plus un outil, plus un investissement finalement. Puis le côté monnaie de ça, transactionnel, il est pratiquement pas utilisé. Ben, tu pourrais inviter quelqu'un d'autre qui en parlerait plus de manière experte. Mais moi, ma vision, c'est qu'au début, Bitcoin, quand je l'ai entendu parler, puis ça valait moins que 100$, puis le monde dit « Tu regrettes pas de l'avoir acheté? » Non, parce qu'il y a plein d'autres... Moi, mon quotidien en bourse, j'en rate des occasions à chaque jour. Ouais, ça me dérange pas. Ça fait vraiment que tu peux pas tout capter. Mais à l'origine, j'aimais l'idée parce que c'était... Disons, tu vis dans un pays où la monnaie n'est pas stable. Ben, tu peux mettre de l'argent dans une crypto, puis tu vas peut-être te protéger contre cette stabilité-là. Ou disons, je fais un exemple fictif, tu habites à Hong Kong, tu crains l'intervention du gouvernement chinois, tu veux quitter, ben, tu peux pas sortir ton argent, ton dollar, ton yen du pays. Ben, crypto, c'est une bonne exemple. J'ai un ami libanais, il y a eu l'hyperinflation dans son pays. Lui, les monnaies, il a perdu foi en ça. Là, exact. Deuxième étape, c'est on a utilisé comme une méthode de transaction. Fait qu'on pouvait penser peut-être que des joueurs comme Visa ou Mastercard étaient menacés. Après, ben, on a dit, Bitcoin, c'est pour te protéger contre l'inflation parce qu'il y a un nombre d'unités limite. Fait que le fait que si l'inflation augmente, sa valeur va augmenter. Ben, finalement, l'année où on a le plus d'inflation, la crypto, le Bitcoin a perdu de la valeur. Puis aujourd'hui, ben, c'est surtout encore la thèse de décentralisation de la finance qui va peut-être arriver. On verra. En anglais, on dirait « jury's still out ». On verra. Tu penses qu'il pourrait y avoir une bascule que le modèle qu'on connaît en ce moment autour des banques, tu penses que ça pourrait arriver? Moi, je travaille pour une institution financière. Fait qu'il y en a, ils vont dire, ils vont prétendre, ben non, il est biaisé. Non. OK. Moi, mais ce travail-là, c'est parce que tu y crois dans un sens, j'imagine? Ben oui, peut-être ça m'a bien servi. Ben oui, c'est ça. Puis moi, ce que je veux dire, c'est que tu regardes dans les années, au 19e siècle, les banques américaines pouvaient imprimer leur propre dollar, leur argent. Puis cette déréglementation-là, ça a créé un Far West qui était propice à la fraude. Puis à un certain moment, tu as besoin de réglementation. Tu sais, comme en mars 2023, quand Silicon Valley Bank a fait faillite, les banques régionales aux États-Unis étaient menacées. Ben
dans ce temps-là, tu es bien content qu'il y ait le Trésor américain qui est intervenu, qu'il y ait un régulateur qui intervienne puis qui restructure ça. Donc, imaginez un scénario où que la finance est totalement décentralisée, sans réglementation. Ça, là, c'est pour. Puis ça, là, c'est contre. Mais la centralisation du pouvoir, on aime peut-être pas l'idée, mais ça a ses avantages dans certains moments. Donc, personnellement, je pense pas que le système monétaire va changer. Je me rappelle en même temps que l'avènement de la crypto, quelque chose qu'on parle vraiment moins maintenant, c'est les NFTs. Ça, c'est une étude de cas, exactement. Ouais, ça a disparu comme aussi rapidement que c'est arrivé. C'était un des... C'est sûr que ça a coïncidé avec le COVID où il y avait eu beaucoup de liquidités qui est rentrée dans le système. Fait que sinon, le monde, il y avait un peu d'argent, puis je pense que ça a créé des comportements spéculatifs. Mais les NFT, c'était un premier exemple de la décentralisation, du fractionnement de la propriété. Donc, quelqu'un dit, je vais avoir une œuvre d'art, puis on va le décentraliser avec une preuve de propriété. Puis après, ça a été extrapolé. Quand tu achètes ta maison, tu pourras avoir un node qui donne une propriété, plusieurs pourraient être détenteurs, puis c'est une preuve. Puis ça serait beaucoup moins de friction que d'aller chez le notaire avec la paperasse. Mais comme je dis, la preuve de ce concept-là n'est pas encore présente. Donc, on verra. Ouais. Ça, c'est de la spéculation pure, là, dans le sens que c'est quelque chose d'immatériel auquel on décide tout qu'on accorde une valeur, mais si demain matin, puis personne y accorde de valeur, ça vaut absolument plus rien. Là, non, c'est ça. Puis dans cette période-là où les cryptos augmentaient, ceux qui avaient investi étaient fiers de leur coût, puis ceux qui étaient détracteurs ou hésitables, ils étaient vus un peu comme des ratés, un peu comme durant la bulle technologie. C'est ça, des euphories. Mais des fois, ça renaît de ses cendres. Comme je dis, il pourrait y avoir un moment où on crée un service ou un outil technologique qui amène tellement un progrès à la masse qu'on pourrait adopter les crypto-monnaies. Comme je dis, on verra. À voir, là. Ouais. Dans le cas des NFT aussi, c'est qu'il y a eu tellement de scams dans cette... c'est pas réglementé, exactement. C'est ça, que je pense que là, ça refroidit. Le Far West, pour vrai. Ça, c'est l'ultime Far West. Là, commencer à acheter un singe avec une casquette pour 25 000 $, quand tu sais que ça peut chier. Ouais, Bored Ape Yacht Club, exactement. Ouais. C'est fou, ça. Puis après ça, il y a l'immobilier aussi. Oui. C'est quoi, mettons, un rendement moyen d'un immobilier versus la bourse? Est-ce que c'est comparable ou pas du tout? Moi, ce que je vais te dire, ma philosophie entre bâtir son entreprise, faire de l'immobilier ou placer en bourse, c'est sûr que plus que tu es impliqué, plus que ça te prend du temps, plus que tu dois t'investir en temps puis en risque financier, plus tu devrais vouloir un rendement supérieur. Ouais. Ça va de soi, c'est ça. Donc, si tu vas en immobilier... Puis si investir mon argent, mon temps dans ma business me ramenait la même chose que le SP500, je mettrais tout mon argent dans le SP500. Exactement, c'est ça. Donc, c'est un choix conscient. Fait que, dans la course à la richesse, si tu veux la chose la plus payante, il faut que tu sois entrepreneurial. Ouais. Mais comme je dis, on se dit tantôt, ramener toute une question d'argent, c'est réducteur. Ramener toute une question d'argent à faire le maximum de rendement, c'est réducteur aussi parce qu'il y a un coût associé à ça. Ouais. On parlait tantôt des grandes success stories d'entrepreneurs. Il y a un coût derrière ça. Je veux dire, tu bâtis pas un empire immobilier ou une entreprise à travailler 35 heures par semaine. Puis derrière ça, des fois, c'est... Il y en a qui ont réussi à tout jongler avec toutes les balles, qui ont un degré d'énergie supérieur, prennent soin de leur santé, ou sont allumés, sont capables de prendre soin de la famille, etc. Mais c'est un choix, c'est ce que tu dois faire. Mais en termes de rendement, tout comme en bourse, tu as vraiment un écart en termes de performance. J'ai des gens, moi, qui ont acheté une poignée de titres des fleurons québécois, puis ils ont gardé ça dans un compte à escompte pendant des décennies, puis ils ont fait un multiple qui serait nettement supérieur à l'investissement immobilier. Mais c'est l'exception. Ouais. Mais si je fais de l'immobilier, faut que tu veuilles un rendement supérieur, mais ta notion, c'est que c'est la même chose sur le spectrum, ta performance en immobilier va varier. Si tu achètes un multilogement qui est neuf, tu n'as pas de trouble, des bons locataires, puis que tu le mets en gestion, tu ne t'attendras pas à la même rendement que si tu achètes une propriété qui est complètement délaissée, puis il faut que tu investisses massivement du temps, que tu sois créatif pour créer de la valeur, puis amener le bien immobilier à une autre place qui est dans sa vocation. Fait qu'il y a un degré de risque aussi, où finalement, exactement. Qui est purement safe. Là. C'est ça, puis tu peux, sur la courbe, évoluer. Oui, c'est ça. Quand tu penses en termes de décennies, tu peux passer à travers toutes ces thématiques-là. Donc, évaluer dans nos décisions la valeur du temps qu'on attribue, qu'on met dans quelque chose. Fait que, je reviens à la base, c'est ça. Si je dis, OK, moi, je suis prêt à mettre le temps, puis ça m'intéresse, m'occuper d'un bloc, puis avoir des locataires, puis gérer ça, puis j'ai de l'espace pour ça dans ma vie, fine, tu vas peut-être faire un meilleur, finalement, rendement que si tu le mets à la bourse. Mais
moi, personnellement, je sais que j'aime beaucoup mieux la simplicité de mettre quelque chose à la bourse puis pas m'occuper d'un bloc, mettons. Fait qu'à guess que c'est personnel. Ben, c'est ça. Tu veux pas te faire appeler un vendredi soir à 8 h parce que Il y a un tuyau la toilette qui est coule, bouchée ouais. puis ils n'ont pas de plan Non, de ça jeu. m'intéresse pas. Ben, c'est ça, c'est l'idée. Tu sais, je ramène ça à l'activité. Tu sais, beaucoup de gens aiment l'idée de faire un Ironman, mais il faut que tu comprennes ce que ça implique dans ta vie. Fait avant de commencer puis arrêter à mi-chemin, peut-être faut que tu te poses la question, c'est quoi je veux faire? Fait que je reviens à ma question de base avant toute la question monétaire. C'est quoi pour moi réussir ma vie? Ouais. Puis c'est du qualitatif, c'est pas juste quantitatif. Parce que courir après les promotions, courir après la richesse, ben peut-être ça te fait passer à côté de quelque chose qui te ferait vibrer davantage. Je pense que c'est vraiment le full circle de la conversation qui part à l'endroit de où est-ce que tu veux te rendre. Puis la comparaison avec la business et l'entrepreneuriat, c'est excellent parce que tu as un but à la fin, mais tu as aussi un but pour le mois, puis un but pour l'année, pour te rendre au but pour la fin. Mais une fois que tu as cet objectif-là, puis qu'après ça, tu le déclines jusqu'à, mettons, l'espèce de pyramide là, des décisions qu'il faut que tu prennes, ben là, tu peux comme le reverse engineer, puis le pogner à l'envers, puis de faire justement, bon, mais pour me rendre là, ça me prend tant de revenus sur mes investissements. Fait que ça veut dire qu'il faut que je fasse telle affaire, investir tant de temps pour avoir ça. Puis là, t'es comme capable de tout déconstruire un peu. Ça me prendrait un salaire de temps, faudrait que j'épargne du temps pour avoir la vie, finalement, que je souhaite. Pour te rendre à l'objectif. Le point de départ, finalement, c'est la vie que tu souhaites. Puis après ça, poser les questions, ben, comment je m'y rends, finalement. Ouais. C'est après ça. C'est ça. C'est un travail que, tu sais, on parle de liberté financière le plus tôt possible. Ça a un coût. L'entrepreneuriat, ça a un coût. Fait que première étape, c'est vraiment un regard sur soi. Puis au lieu de prendre les idées de tout le monde ou de la société, c'est de dire, ben moi, je veux aller où? C'est quoi mon chemin, là? Parce que c'est important, là. Puis on retarde des fois ces conversations-là qu'on va avoir avec nous-mêmes. Tu sais, je veux dire, PH en 2025, on va avoir une conversation avec lui en 2030, puis en 2025, puis en 2035, puis qui tu vas être en 2035, c'est le fruit de tes décisions dès maintenant. Ça vaut la peine de juste prendre un pas de recul, puis se dire, ouais, c'est où que je veux aller? Puis en cours de route, tu vas peut-être découvrir autre chose, tu recalibres, là. Ouais. C'est un peu comme l'entreprise. C'est des entreprises qui changent complètement leur mission en cours de route. Mais en étant plus stratégique, tu mets les efforts au bon endroit. Puis je reviens à ma base, des personnes ordinaires qui ont des résultats extraordinaires, je pense qu'ils ont cette lucidité-là. Mm-hmm. Puis l'évaluation du degré de risque aussi, tu sais, il existe en investissement, mais il existe juste dans la vie. Moi, j'ai des amis que, pour eux, être salarié, puis la sécurité que ça apporte, c'est parfait pour eux. Puis ils seraient pas bien comme entrepreneur ou comme travailleur autonome. Ouais. Puis moi, j'ai une entreprise, puis je travaille autonome, puis genre, je me verrais pas travailler pour quelqu'un puis être salarié. Fait que, tu sais, I guess que ça revient tout le temps à la question de c'est quoi la vie, c'est quoi le degré de risque que tu t'es prêt à mettre, c'est quoi le temps que tu es prêt à mettre aussi dans les différentes sphères de ta vie, c'est quoi tes priorités. Oui, puis ça te permet après, tu voudrais tout faire. Tout le monde peut romantiser l'idée de l'entrepreneur, mais un coup que tu as accepté que c'est pas toi, ben t'envies pas ton voisin qui est entrepreneur. Ouais. Puis après, quand tu réalises que tu peux pas tout dépenser ton argent dans tout ce que tu aimerais, mais que tu as choisi ce qui est essentiel, tu sais, dans le fond, c'est séparer l'utile de l'accessoire. Quand tu sais que tu t'en vas, tu sais ce qui est utile, tout ce qui est accessoire, les ambitions, les dépenses que tu aimerais faire, ben ça va être plus facile de naviguer. Le chant des sirènes, tu vas l'entendre, mais tu vas te mettre des bouchons de cire, puis tu vas garder ton chemin. Fascinant. C'est une belle conclusion, cette discussion. Ben, merci de m'avoir donné le temps, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup, je pense que ça va être très apprécié aussi. Merci. Yes, sir.